Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous revenons sur le projet de SOS Éducation, l'inclusion scolaire, un projet pour l'école. Sophie Audugé, vous êtes déléguée générale de SOS Éducation. Pouvez-vous nous présenter ce projet? La prise en charge des enfants en situation de handicap au sein de l'école est une préoccupation de SOS Éducation depuis toujours. Oui, Il est vrai que depuis 2005, la prise en charge des enfants en situation de handicap dans leur école de secteur est une obligation. Ça a été une avancée majeure. Mais derrière la communication politique et le discours, il fallait associer une mise en œuvre opérationnelle. Et c'est là où le bât blesse. En effet, le fait d'avoir constitué un corpus de formation en dehors de l'école pour que les enseignants soient formés aux différents troubles n'a pas suffi à rendre l'école réellement inclusive. d'accord. C'est pour cette raison que SOS Éducation a développé un projet différent qui a consisté à aller dans une école et au sein de cette école, travailler avec l'équipe éducative sur une méthodologie qui permette vraiment de rendre l'école inclusive. D'accord. Et comment s'est structuré ce projet de SOS Éducation? Notre projet s'est structuré en plusieurs phases. Une première phase qui visait à travailler avec l'équipe éducative sur son propre rapport au handicap. Une seconde phase qui est une phase plus, entre guillemets, classique de formation aux différents troubles des apprentissages, où là, nous avons mis un point d'honneur à bien différencier ce qui relève du trouble, du handicap cognitif, de ce qui n'est finalement qu'une difficulté scolaire, Oui, d'accord. puisque ce sont deux choses là très différentes et Oui. qu'on ne les accompagne pas en tant qu'équipe éducative de la même manière. Et la troisième phase a porté sur l'observation des enfants en situation de handicap, la mise en place d'outils et le retour d'expérience sur les outils mis en place. Tout ce travail est élaboré sur 2 années du fait de la pandémie du Covid-19. Et nous avons produit à l'issue de ce travail 2 outils que nous allons diffuser très largement au bénéfice des enseignants et des familles. Un premier outil qui est un guide psychopédagogique des différents troubles des apprentissages et de leur impact dans l'acte scolaire. Et un deuxième outil qui est un livret d'observation qui permet justement d'observer l'enfant face à ces troubles et de noter les outils qui lui correspondent et avec lesquels il peut développer son plein potentiel. Merci. Alors, ces outils dont vous venez de parler, Sophie, vont être diffusés en avant-première sur notre lettre d'information électronique, à laquelle j'invite tous les auditeurs à s'inscrire. Nous mettrons un lien en description de ce podcast. Et ces outils seront ensuite disponibles sur le site internet soseducation.org. Nous allons maintenant parler de ce projet de SOS Éducation avec le chef d'établissement, les professeurs, une AESH, une maman et un élève de cette école. Mais avant, générique. SOS Éducation. SOS Éducation. Marie, vous êtes chef d'établissement et vous avez accueilli ce projet pilote de SOS Éducation. Le but, je le rappelle, c'était de développer des outils pour accueillir les enfants en situation de handicap. Comment avez-vous reçu ce projet pour l'école inclusive? Alors, l'école inclusive, c'est quelque chose dont on entend énormément parler. On Oui. parle, voilà, c'est quelque chose qui est exigé. Mhm. Sauf que j'avais la sensation que ça restait un mot, mais pas forcément dans l'application. Oui. Donc, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis des équipes enseignantes, mais Oui, bien souvent, sûr. on se sent impliqué lorsque dans la classe, on a un enfant qui rencontre des difficultés ou on va nous demander des aménagements qui sortent un petit peu de notre zone de confort d'apprentissage. Et moi, ce qui D'accord. m'intéressait dans le projet que vous portiez, c'était justement de mettre une équipe entièrement dans cette démarche, à la fois soit de découverte ou, je dirais, de perfectionnement, et que ce soit notre fil directeur là pendant 2 ans, et qu'on soit concerné ou non dans nos classes.
Donc, ça a permis déjà de faire culture commune, parce que ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entendait derrière les différentes dys. Ne D'accord. serait-ce que regarder la dyslexie, elle porte tellement de spectres différents dans Oui. son champ que c'est intéressant d'aller explorer tout ça. Donc, on a travaillé sur les différents dys et sur les différents handicaps qu'on peut rencontrer en école ordinaire. D'accord. Et ça a créé une dynamique formidable dans l'équipe parce que tout le monde est devenu personne ressource pour les autres. Et la venue de Laura ponctuellement, Oui, Laura qui est notre psychologue clinicienne. c'était vraiment très intéressant parce que là, le chef d'établissement n'était plus le seul à porter ce projet. Et on avait donc quelqu'un d'autre qui était personne ressource et en même temps donner des nouveaux, je dirais, défis à l'équipe. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. Parce qu'en fait, entre chaque venue de Laura, l'équipe se mettait en recherche, croisait leurs différents champs d'expérience. Et je peux vraiment dire à l'heure d'aujourd'hui que un des points positifs, c'est la montée en compétences des enseignantes dans le domaine inclusif. D'accord. Il y a beaucoup moins d'inquiétude quand elles voient arriver dans leur classe des enfants porteurs de besoins éducatifs particuliers parce qu'elles sont maintenant outillées, beaucoup plus qu'avant. D'accord, je comprends. Noémie, vous êtes enseignante en CE1 et vous faites partie de ces professeurs qui ont bénéficié de cette montée en puissance dans le domaine inclusif dont vient de parler Marie. Comment avez-vous vécu cette période ? C'est vrai que quand on parle d'école inclusive, c'est des choses qu'on pense savoir, mais finalement qu'on oublie vite. Et là, ça nous remet dans notre posture d'enseignant. Elle nous a demandé de travailler aussi en équipe de cycle, de faire des petites recherches sur les différents troubles d'apprentissage. Et ça nous remet vraiment dans notre posture d'enseignant et ça nous permet de nous poser les bonnes questions finalement, parce que quand on est face à nos élèves, on a tendance à oublier tout ça. Cela nous remet dans la posture d'enseignant. Merci Noémie. Hélène, vous êtes enseignante en CE2, CM1, dans ce même établissement qui a accueilli notre psychologue clinicienne pour vous accompagner. Comment ça s'est passé concrètement ? Laura est venue plusieurs fois au sein de l'établissement. Donc, dans une première phase, elle observait les élèves, elle observait la classe, elle observait le groupe classe, les élèves, comment ils travaillaient. Et puis ensuite, elle me faisait un retour sur les difficultés qui pouvaient ressortir de chaque élève. Elle avait un entretien avec nous aussi pour savoir ce que nous, on avait déjà pu observer et ce qu'on avait déjà mis en place auprès d'eux. Puis ensuite, donc c'était une véritable discussion sur comment aider au mieux ces élèves. À cela, ça rajoutait les visios, où Laura nous donnait tout simplement des petits tuyaux sur les différents justement troubles d'apprentissage qui peuvent exister, les dyspraxiques, les dyslexiques, etc. Donc moi personnellement, j'ai un retour positif. J'en avais déjà fait part à Laura. Moi, je trouve ça chouette. Et le livret qu'on met en place ensemble, je pense que ça va vraiment être une superbe aide pour nous, enseignants. D'accord. En tout cas, je sens que ça va bien me mettre utile. Merci Hélène. Le projet a subi l'épisode Covid-19 de plein fouet et une partie des rencontres avec la psychologue clinicienne ont dû se faire à distance. Noémie, pouvez-vous nous raconter comment se passaient ces visios ? On avait des thèmes à chaque visio et c'était à nous en fait de faire des différentes recherches autour des différents troubles d'apprentissage. Et donc ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Travailler sur les signaux d'alerte, ça nous permet vraiment de réfléchir finalement à ces différents troubles. On les apprend en formation quand on est enseignant, mais on oublie en fait. Et avec les programmes et tout ce qu'on a autour, on se perd un petit peu. Et là, ça nous a vraiment permis de retravailler finalement autour de tous ces troubles. Très bien. Hélène a évoqué tout à l'heure le livret. C'est l'un des outils mis en place par ce projet de SOS Éducation. Marie, en tant que chef d'établissement, pouvez-vous nous expliquer le principe de ce livret ? Je dirais que la première chose, c'est la traçabilité. Ça veut dire que naturellement, les enseignantes font des choses dans leur classe, mettent en place des aménagements, mais elles n'ont pas toujours le recours à l'écrit. Et un pan évident dans le travail dans l'école inclusive et pour nos élèves, c'est la traçabilité et les écrits que l'on va laisser derrière nous sur l'engagement qu'on a pu avoir avec un enfant. D'accord. Hélène, qu'est-ce qu'il y a dans ce livret ? Qu'est-ce que c'est que ce livret finalement ?
Donc, c'est un livret, en fait, qui va suivre, on va dire, les élèves en difficulté, pas dans le sens où on va mettre une étiquette dessus, mais vraiment pour les aider quand on va passer d'une enseignante à l'autre. Donc, c'est quelque chose que nous, enseignantes, on fait déjà à l'oral quand on récupère un élève qui a des troubles d'apprentissage. Mais là, au moins, ça va être par écrit. Donc, si l'élève change d'école ou même l'élève, quand il va passer du primaire au collège, il va y avoir en fait toutes les mesures qui vont, tous les bilans qui ont pu être faits, les aménagements qui ont été mis en place, qui ont fonctionné, parce que des fois, d'un élève à l'autre, même si c'est le même trouble d'apprentissage, un aménagement ne va peut-être pas convenir à l'un et qui va convenir à l'autre. Donc là, ce qui a fonctionné, ce qui plaît bien, comment est aussi l'élève au niveau de son comportement, au niveau de son caractère. Donc, Basile va parler de son expérience après. Par exemple, il a un ordinateur. Je sais que c'est un élève où la mise en place de l'ordinateur en classe a été très facile parce que c'est un élève très autonome, très dégourdi pour son âge. Et donc, du coup, la mise en place a été facile. Donc, tout ça, ce sera mis en place. La communication avec les parents. Donc, c'est un livret en fait qui met vraiment en lien tous les membres qui sont autour de l'enfant pour l'aider au mieux. Merci. Basile est élève dans cette même école et on lui a diagnostiqué un trouble cognitif et pour l'aider dans ses tâches, il peut utiliser un ordinateur. Basile, est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que ça change pour toi? À quoi te sert l'ordinateur? Déjà, copier les leçons, D'accord. ce qui est déjà plus pratique. Bah oui. Aussi, les exercices, enfin, les longs exercices D'accord. ou les problèmes. L'année dernière, je travaillais quasiment pas. Je faisais mes exercices, mais c'était bâclé. Voilà. Alors que cette année, je réfléchis, je copie tout. Pour moi, ce qui est facile, déjà, c'est le français maintenant. Mais ce qui est difficile, c'est plutôt de ranger l'organisation des leçons. Enfin, maintenant, je sais quand je dois l'utiliser pour les exercices de français, les leçons, la géométrie avec GeoGebra, ou bien après, quand c'est pour mes exercices, des fois, à la maison, je les prends pour faire des calculs, mais ça, c'est plutôt rare. Et quand vous nous donnez des calculs, des fois, je les fais sur mon ordinateur. C'est devoir maison. Merci Basile. Et comment a été reçu cet ordinateur dans la classe par les autres élèves? Les autres élèves n'ont pas été choqués à l'arrivée de l'ordinateur par Basile. Ils n'ont pas réagi plus que ça, tes camarades. Quand ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était, j'aurais expliqué. D'accord. C'est de la curiosité plus qu'autre chose, mais bon, après, comme en effet, tu expliques, tu leur as expliqué. Parce que l'année dernière, en fait, comme du coup, il écrivait ses exercices, c'était plus difficile. On va dire qu'il faisait moins d'exercices que ses camarades. Pour lui, ça demandait beaucoup plus d'énergie, le fait d'être dans la copie, alors que là, il fait autant d'exercices de ses camarades. Il finit même en avance, donc des fois, il en fait plus. Et au moins, il copie lui-même sur son ordinateur de A à Z ses exercices et ses leçons. Merci pour ce témoignage. Je me tourne maintenant vers la maman de Nolan. Votre enfant a un trouble du langage. Je précise trouble car il s'agit bien d'un handicap cognitif et pas d'une simple difficulté. Effectivement, il n'a pas parlé tout de suite. C'est en arrivant à l'école, en fait, que l'institutrice me disait que moi, je pensais que le fait qu'il rentre en petite section, ça le stimule et qu'après, la communication allait se dérouler normalement. Et au final, donc c'est en rentrant à l'école que quelques mois plus tard, l'institutrice me disait qu'il avait des difficultés à communiquer, à parler. Alors, avec moi, il n'y avait pas de problème, effectivement, parce qu'entre enfant et maman, on comprend souvent ce que l'enfant essaye de dire. Oui. Et du coup, c'est de là que tout est parti, que j'ai fait les démarches pour… donc, en fait, qu'on m'a conseillé d'aller voir une orthophoniste et qu'ensuite, tout s'est déroulé. Donc, il a passé une année, une très bonne année, première année. Ensuite, avec les sessions d'orthophoniste, c'est là où il a commencé à se développer et où vraiment, j'ai vraiment vu un changement. C'est quand il est arrivé en moyenne section. Où là vraiment on a vu une énorme évolution avec l'institutrice et la directrice
Et après, c'est là où on a pu mettre en place davantage d'accompagnement avec une AVS, avec un cahier qui tournait entre l'orthophoniste Oui, et l'institutrice, le livret. ce qui a permis aussi de savoir un petit peu les besoins que Nolan avait besoin. D'accord. Et donc tout ce qui a été mis en place a permis une évolution de Nolan. Comment a-t-il changé? Je pense que c'est vrai que j'avais un enfant au final qui allait pas vers les autres, ou en tout cas allait vers les enfants qui étaient aussi, je pense, en difficulté. Mhm. Et là, je retrouve un enfant qui a des copains, qui arrive à me donner des prénoms avec lesquels il joue. Je veux dire, on a même, je veux dire, jusqu'à la grande section, j'avais quelques amis vers qui il se tournait. J'avais des prénoms qui ressortaient. Mais alors là, depuis 2 ans, c'est vrai que là, je veux inviter un tel à l'école, à la maison, je veux aller dormir chez un tel. C'est super. C'est lui qui m'a réclamé pour faire son anniversaire à la maison. Chose qu'il m'avait jamais réclamé, même s'il avait été déjà chez des copains les années précédentes. Et le jour de ses 6 ans, il me dit Maman, je veux faire mon anniversaire à la maison, j'aimerais inviter des copains à la maison. Je dis Écoute, très bien, écoute, dis-moi qui veux-tu inviter. Et là, je me suis retrouvée avec 20 copains à la maison. Plus mon enfant grandit et plus il est comme un autre enfant, avec lesquels il joue, avec lesquels il s'amuse. Il me raconte ses petites histoires, il a sa petite amoureuse. Je dis un grand merci à toute l'équipe en fait, qui a permis aussi, surtout à Nolan, d'évoluer et de s'épanouir comme il le fait aujourd'hui. Plus Nolan grandit, plus il devient comme un autre enfant. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère que ça aidera beaucoup de parents Oui, et surtout, je veux surtout qu'ils ne lâchent pas l'affaire et que il y a des gens pour les aider et il faut surtout en parler et en discuter. Et l'équipe pédagogique est là pour ça. oui, il y a des gens qui sont là pour aider les enfants souffrant de troubles. C'est un message important à faire passer aux familles de ces enfants. Il y a bien sûr les enseignants qui sont de bonne volonté, mais ces élèves peuvent aussi être accompagnés par des AESH, c'est-à-dire des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Mediba, vous êtes AESH dans cette école. Pourriez-vous nous dire un peu en quoi consiste votre métier? Alors, pour moi, donc, le rôle de la ESH, c'est vraiment un accompagnement privé avec l'enfant, du coup, pour le mettre en confiance au niveau du travail, au niveau de son rapport avec les élèves ou avec les adultes, le rassurer au quotidien. D'accord. C'est vraiment cette relation privée qu'on a qui fait qu'après, avec le temps, j'arrive à analyser finalement là où ça va et là où ça ne va pas. Oui. Par exemple, avec un des élèves en CE1, Oui. un exemple tout simple, au niveau, par exemple, de l'écriture, je sais qu'il a pas mal de difficultés au niveau de l'écriture, donc il y a un allègement qui est fait. Donc, il écrit la moitié, j'écris la moitié. Et là, ça va. Vu qu'il sait, il se sent rassuré que je vais écrire l'autre moitié, ça le rassure. Pareil au niveau du découpage. Je découpe, tu colles. Donc, on a toujours un arrangement, finalement, qui fait qu'il est rassuré. Je sais où ça va. Donc, finalement, on arrive à toujours trouver un arrangement au niveau des tâches à réaliser. Elles sont toujours faites, Oui. parfois toutes seules. Parfois, j'ai besoin de le faire quand je sens que ça y est, il est fatigué. Oui. Mais on arrive toujours à trouver un compromis entre les deux. Merci Mediba. Marie, quel regard portez-vous comme chef d'établissement sur ce qu'a pu apporter la psychologue clinicienne en accompagnant l'équipe? Alors déjà, je dirais la première chose, c'est que dans les équipes en fait sont performantes sur la dyslexie. Les autres 10 déjà, ça devient déjà plus compliqué. La dysphasie, la dyspraxie, c'est plus méconnu par les groupes d'enseignants. Donc, Laura a eu vraiment un impact sur la découverte vraiment de ce qui fondait une dyspraxie, une dysphasie. Laura a eu vraiment un rôle énorme sur en fait la prévention. D'accord. Sur ces autres 10. Je pense qu'elle a eu aussi une attitude très positive sur le fait que, je dirais qu'il y a autant de dyslexie qu'il y a d'élèves, donc autant d'aménagements différents pour les dyslexiques. Et ensuite, elle a permis aussi d'ouvrir les consciences davantage sur le TDAH, où aujourd'hui,
suis désolée de dire ça, c'est devenu le grand fourre-tout. Oui. Hein, le TDAH, maintenant, dès qu'on a un souci avec un élève, c'est ça. J'ai l'impression que vous savez, c'est toujours la solution. Sauf que non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, elle a permis déjà, de par ses apports, de permettre une meilleure vigilance aux signaux que les enseignantes pouvaient percevoir dans une classe. Et déjà, donc, de mieux orienter à la fois leur pédagogie et en même temps de mieux alerter les familles. Parce que comme on l'a vu précédemment, nous, c'est essentiel de prévenir les familles le plus tôt possible, même si ça se fait étape par étape, parce qu'on doit aussi respecter la phase d'accueil de ce qu'on va dire auprès des familles. Donc ça a été essentiel dans la venue de Laura. Et aussi, où elle a fait vraiment grandir l'équipe, c'était lorsque les enseignantes ont eu envie de développer de nouvelles stratégies, elles ont osé. Parce qu'à la fois la bienveillance et toute l'expérience et l'expertise de Laura leur permettaient d'oser. Et je pense qu'on a gagné 4-5 ans de formation. On l'a fait sur 2 ans, mais on l'a fait réellement sur 1 an avec le Covid. Et j'ai l'impression qu'elles ont grandi, elles ont fait un bond de 5 ans en 1 année. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'était le regard extérieur de Laura, qui était hors champ de l'école et qui leur permettait de pointer les choses avec beaucoup de bienveillance, mais ce qui leur a permis de grandir. Et je pense qu'on aura de plus en plus d'élèves dans l'inclusion, de toute manière. On a de plus en plus d'élèves à besoins particuliers pédagogiques, non pas parce qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils sont mieux détectés. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est que dans l'inclusion qui nous est demandée, en milieu ordinaire, avec des enseignantes qui ont une formation ordinaire, c'est de développer et de monter en compétence nos enseignantes dans l'accompagnement, dans ces accompagnements spécifiques. Dans ma classe, j'ai une maternelle, j'ai un enfant qui, en ce moment, passe un nombre d'examens. C'est un enfant qui n'a pas accès au langage, qui a énormément de mal à manipuler. Voilà, pour l'instant, je ne peux rien poser puisque même les spécialistes ne posent rien. Mais dans la classe, on est en train de vivre pleinement l'éducation à la différence. Et plus on est confronté tôt à la différence, plus on sera quelqu'un de tolérant en grandissant. Et ça, c'est un des enjeux de l'école inclusive. Et donc, Laura aussi a contribué à ça. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience sur ce projet de SOS Éducation intitulé L'inclusion scolaire, un projet pour l'école. Il a consisté en l'accompagnement par une psychologue clinicienne d'une équipe pédagogique dans une école primaire pendant 2 ans. Marie, voulez-vous apporter un mot de conclusion ? Eh bien, toutes les personnes qui ont permis par leur généreux don de nous permettre de grandir, nous, dans notre identité d'établissement vers l'école inclusive, je voulais leur adresser un merci sincère. Je les remercie aussi pour la venue de Laura, qui a vraiment contribué à la réussite de ce projet. Il n'y a rien de tel que l'arrivée d'une nouvelle personne dans un projet, parce qu'elle apporte fraîcheur, ses connaissances, et elle permet de relancer un nouveau débat. Et que je me suis souvent intéressée aussi à ce que vous faisiez en dehors du projet qu'on vivait, et que grâce à tous ces donateurs, justement, vous permettez de travailler sur des réflexions pédagogiques qui sont vraiment intéressantes. Donc, un grand merci au petit chef d'établissement de province que je suis. Voilà. Merci Hélène. Merci pour le projet, merci pour votre investissement. Voilà, un grand merci. Oui, Noémie. Je remercie SOS Éducation et je remercie également Laura pour son intervention au sein de l'école. Merci à vous, merci à Marie et à son établissement d'avoir contribué à ce projet. Merci à l'équipe pédagogique, aux parents et aux élèves d'avoir accueilli la psychologue clinicienne. Et surtout, un immense merci à tous les généreux donateurs qui ont porté ce projet de SOS Éducation. C'est grâce à leur générosité sans faille que SOS Éducation peut s'engager dans de tels projets ambitieux pour améliorer le système éducatif. À bientôt!